Merci beaucoup. Ayant maintenant entendu les deux contributions précédentes, il y a des choses qui vont un peu se recouper. On ne s'est pas concerté avant de rédiger nos contributions. J'avais annoncé une contribution centrée sur la conception du langage. Ce sera finalement une contribution plus générale. Donc on peut supprimer le sous-titre en quelque sorte et garder émancipation et soumission. Il est peut-être exagéré de considérer, ainsi qu'on le prétend parfois, qu'on l'entend parfois, les conférences de Davos de 1929 comme étant le débat du siècle. Ce qui est certain, c'est que ce fut un événement intellectuel et culturel qui a joué un rôle considérable dans ce que le philosophe américain Michael Friedman, il y a près de 20 ans, a qualifié de « parting of the ways », la croisée des chemins, entre la philosophie dite continentale et la philosophie dite analytique. Ceci dit, la vulgate de ce que fut le débat de Davos mérite à plus d'un égard d'être corrigée, comme cela a été dit précédemment à juste titre, car la perception qu'elle implique relève en partie de la caricature. En voici deux exemples. Le lieu commun selon lequel Heidegger aurait été le vainqueur de ce débat, on l'a déjà entendu, et aurait conquis tous les jeunes intellectuels présents. C'est ce que répète notamment Wolfram Eilenberger dans son livre récemment traduit en français. Il campe un Cassirer grisonnant et souffreteux face à un Heidegger sportif et vigoureux. La mise en scène d'Eilenberger est celle d'un match de boxe dans lequel Cassirer était d'avance perdant. Mais cette mise en scène passe sous silence les intellectuels qui ne considérèrent pas Heidegger comme vainqueur du débat, tel justement Jean Cavaillès. Il faut également rappeler Rudolf Carnap, qui ayant assisté aux conférences de Davos, publia en 1932 son fameux article « Dépassement de la métaphysique par l'analyse logique du langage », dans lequel il critique tout particulièrement la pensée de Heidegger. Attirons ici également l'attention sur deux philosophes allemands qui, dans le contexte du débat, formulèrent également des critiques sans concession de cette pensée. Il y a le philosophe Eberhard Griesbach, dans son article de 1931, « Interprétation ou destruction », dans lequel il critique Kant et le problème de la métaphysique, donc cet ouvrage dont on a entendu parler, qui paraît dès 1929, quelques mois plus tard, quelques mois après le débat, et qui est la réponse écrite de Heidegger à Cassirer. Puis l'ouvrage du sociologue Julius Kraft, publié en 1932, de Husserl à Heidegger, critique de la philosophie phénoménologique. C'est le mérite de ma collègue Marion Heinz d'avoir sorti ces deux auteurs allemands de l'oubli. Seconde affirmation erronée, les rapports entre Cassirer et Heidegger auraient été cordiaux et respectueux dans le débat philosophique. Pour Michael Friedman, although the two never really came to terms in detail over their obviously very large philosophical differences in print, it is clear, at least before 1933, that no social or political differences interfered with the equally obvious admiration and respect with which they regarded one another. Or, en ce qui concerne l'attitude de Heidegger vis-à-vis de Cassirer, une telle affirmation relève de la légende. Ce n'est pas forcer le trait que de dire que Heidegger n'était pas venu à Davos pour dialoguer, mais pour combattre une pensée qui, à ses yeux, ne méritait guère le nom de philosophie. Être explicite en mars 1929 à Davos aurait bien évidemment été inconvenant. Laisser entendre la critique sans l'exprimer ouvertement avait au demeurant l'avantage d'impressionner, grâce à l'attrait de la suggestion, les jeunes auditeurs. Heidegger, comme il est bien établi aujourd'hui, cultivait un style indirect au sujet duquel il écrit à son amie Elisabeth Blochmann en 1931. Ce semestre, j'ai à nouveau constaté, ce qui me préoccupe toujours, que la parole indirecte frappe le plus sûrement. Lorsqu'à Davos, il évoque en passant l'aspect paresseux d'un homme qui se contente de se servir des œuvres de l'esprit, il fait une référence à peine dissimulée à la philosophie de la culture de Cassirer, qui porte précisément sur les œuvres de l'esprit. Un an plus tôt, en 1928, Heidegger avait publié sa recension du second tome des formes symboliques, le second tome qui était paru en 1925.
Le texte, policé dans la forme, est brutal sur le fond. En effet, on y lit que le néo-kantisme est radicalement faux et il n'y a rien à en retenir, ses représentants n'ayant absolument pas compris Kant. Heidegger balaie donc le néo-kantisme pour y opposer un Kant qui aurait à y regarder de près, Emmanuel Faye l'a dit à juste titre, gesprengt, dynamité, le point d'ancrage à la raison. Kant est conduit, dit Heidegger, à faire du fondement rien de moins qu'un Abgrund, un abîme. Nous verrons plus loin que pour l'auteur d'Être et Temps, la violence en matière interprétative ne constitue pas un problème. Si l'on veut saisir le jugement que porte Heidegger sur Cassirer, il faut également tenir compte des propos tenus dans son cours du semestre d'hiver 1929, cours à valeur symbolique puisqu'il s'agit du premier cours que donne Heidegger en tant que successeur officiel de Husserl. Heidegger est enfin fonctionnaire à vie, donc inamovible. Emmanuel Faye a attiré l'attention il y a quelque temps déjà sur ce mot de Heidegger rapporté après la guerre par Ludwig Ferdinand Claus à Erich Rothacker. Ce que je pense, je le dirai lorsque je serai professeur ordinaire. Voilà qui est chose faite au semestre d'hiver 1929. Heidegger va alors jusqu'à parler du Kulturgerede, bavardage sur la culture, et du, je cite, reniflement répugnant de ce qui relève de l'âme. Cassirer est aux yeux de Heidegger un représentant de ce qu'il qualifiera dans son cours, donc de ce semestre d'hiver 29, d'homme lambda et de petits bourgeois qui rêvent de fraternisation et de confort. Face à cette mollesse démocratique, il importe de faire valoir le combat du philosophé et de faire appel à celui qui saura effrayer, einen Schrecken einjagen à notre Dasein. Si l'on croit le témoignage d'un participant à Davos, rapporté en 1966 par Guido Schneeberger, un invalide de la Première Guerre mondiale, qui souffrait de l'obusite, donc de ce tremblement nerveux post-traumatique dont tant de soldats étaient à l'époque affectés, cet invalide donc aurait pris la parole à Davos pour demander si la fonction de la philosophie ne devait pas désormais être d'empêcher toute future guerre. Heidegger lui aurait répondu que lui-même était revenu indemne de la guerre et que la tâche de la philosophie consiste bien au contraire à rejeter l'homme dans la dureté de son destin, in die Härte seines Schicksals zurückwerfen. La philosophie, telle qu'il la conçoit, doit avant tout inspirer l'effroi, einen Schrecken einjagen. Voilà donc en quoi consiste la libération du Dasein, qui n'a plus rien à voir avec l'émancipation. Ressentir l'effroi et être rejeté dans la dureté du destin. Alors que pour Heidegger, la peur est la condition même de la philosophie et que toute la pensée humaniste est bonne à être enterrée, comme il le dit dans Être et Temps, Cassirer ne craint pas à Davos de dire ce qui risquait de passer pour conventionnel et ennuyeux. La philosophie doit libérer l'homme autant qu'il est possible. Ce faisant, me semble-t-il, elle le libère radicalement de la peur en tant que disposition, Befindlichkeit, qui est donc le terme heideggerien, la Befindlichkeit, qui est d'ailleurs un terme à double sens, mais je ne peux pas entrer dans ce... qui veut dire qu'un sens émotionnel et un sens aussi géographique, sich befinden, Befindlichkeit. À Davos s'affrontent deux pensées diamétralement opposées, tant sur le fond que dans leur style. Le jeune linguiste néerlandais Hendrik Poss constate au cours du débat en sa fonction de modérateur, remarque philologique, ces messieurs parlent des langages tout à fait distincts. Remarque pertinente et qui touche au cœur du débat. Cassirer s'inscrit dans la tradition des Lumières. Peu avant sa mort, il écrit « En dépit de tous les efforts déployés par l'irrationalisme moderne, la définition de l'homme en tant qu'animal rationnel n'a pas perdu sa force. La rationalité est en effet une dimension inhérente à toute activité humaine. » Je pourrais rajouter, mais entre parenthèses, que la forme symbolique du mythe est déjà une première forme de libération à l'égard de la pure réceptivité de l'impression sensible chez Cassirer, ce qui signifie que le dialecticien Cassirer n'oppose pas simplement le mythe à la rationalité et à la connaissance. C'est un point qu'il faudra développer, mais que je ne peux pas développer ici. La philosophie aux yeux de Cassirer s'accomplit seulement dans la rigueur du concept et dans la luminosité et la clarté de la pensée discursive, ce qui signifie que la philosophie
ne peut pas accéder au paradis de la mystique, au paradis de la pure immédiateté. Cassirer, qui s'inscrit non seulement dans la tradition du criticisme de Kant, mais aussi dans la continuité de la dialectique hegelienne, insiste sur la nécessité de la médiation qui passe par l'effort de comprendre la position de l'autre. Heinz Wissmann l'a bien souligné. Son horizon, l'horizon de Cassirer, est celui d'une possible Versöhnung, d'une conciliation. Tandis que Cassirer s'efforce à Davos de déterminer ce qui est commun à son langage et à celui de Heidegger, parce que pour Cassirer, tous les hommes partagent de fait un monde objectif commun, en dépit de la diversité des systèmes langagiers existants. Il dit « chacun parle son propre langage », et pourtant nous nous comprenons au travers du langage. Il existe quelque chose de tel que le langage, dit-il. Heidegger, quant à lui, réplique à Davos « La seule médiation, bloße Vermittlung, bloßes Vermitteln, jamais ne nous fera avancer de façon productive. » Et il appelle les auditeurs à ne pas s'attarder sur les arguments en jeu dans la discussion, car ce qui importe, selon lui, c'est de sentir, spüren, que nous sommes en train de rendre son sérieux à la question centrale de la métaphysique. Or, ce nous, ce wir, ne correspond qu'en apparence à l'humanité conçue à partir d'une rationalité qui fonde l'égalité en droit. Plusieurs études ces dernières années ont confirmé qu'il s'agit d'un nous, d'un wir communautaire et discriminatoire. Dans les cahiers noirs, on lit « Seul l'allemand est capable de dire l'être ». Si Heidegger se situe sur le terrain de la confrontation, c'est pour une raison qui devrait aujourd'hui être acquise. Pour lui, le débat argumenté respectueux des règles de la logique importe peu. Dans sa célèbre conférence inaugurale prononcée à Freiburg en juillet 1929 et intitulée « Qu'est-ce que la métaphysique ?», il annonce que la logique se dissout dans le tourbillon d'un questionnement plus originaire. Il faut prendre la mesure de ce congé donné non pas à un certain usage de la logique, mais bien la logique en tant que telle. Ce qui conduit Heidegger dans les cahiers noirs à écrire qu'une vraie pensée ne se laisse jamais contredire. Si une telle affirmation est plutôt insolite en philosophie, elle est banale dans les textes moins canoniques de l'idéologie conservatrice. Rappelons ce que Oswald Spengler écrivait en 1918 dans la préface de son best-seller « Le déclin de l'Occident ». Il y annonce, je cite, « la formulation d'une pensée que l'on ne mettra plus en question aussitôt qu'elle aura été énoncée ». La pensée de Heidegger a été, dès les années 1930, caractérisée, sans l'oublier trop souvent, il y a eu des critiques qui ont été formulées très tôt, elle a été donc caractérisée comme une pseudo-philosophie par des penseurs dont les voix sont tombées dans l'oubli du fait de l'arrivée au pouvoir des nationaux-socialistes et de l'émigration qui s'ensuivit de nombreux intellectuels. Un de ceux qui, comme Cassirer, furent exclus de l'université, contraints à l'émigration parce que juif, fut le sociologue, justement, Julius Kraft, dont il vaut la peine de rappeler la perspicacité intellectuelle. C'est seulement en 1957, 3 ans avant sa mort, qu'il revint à Francfort, où il lui fut proposé, en tant que mesure de réparation, la chaire de sciences sociales. En 1932, dans son ouvrage déjà cité, qui est en fait une réaction à ce qu'il écrit au fait qu'on s'efforce aujourd'hui d'éradiquer le rationalisme des sciences et de la culture en général. Donc c'est ce qu'il écrit en 1932. Son étude est une critique radicale de la phénoménologie. Il montre comment la phénoménologie s'est plus ou moins consciemment mise au service de l'attaque contre l'esprit des Lumières, par le biais avant tout de ce que Kraft considère être une tentative ratée, dit-il, de déraciner l'œuvre de Kant. La critique est particulièrement dure à l'égard de la pensée de Heidegger, que Kraft qualifie de mystique, qui contribue à l'émergence d'un nouveau Moyen-Âge. La méthode argumentative, écrit-il, de cette philosophie n'est pas une justification procédant selon les règles de la logique, mais quelque chose que l'on peut appeler une Bewortung. Je n'ai pas trouvé de traduction pour ça, si quelqu'un a une idée. Une Bewortung, donc une sorte de technique de la suggestivité verbale. La Bewortung substitue de nouvelles significations aux anciennes afin de remplacer discrètement d'anciens contenus de la représentation par de nouveaux. C'est là, à mon sens, un aspect déterminant, ce que j'ai essayé de montrer dans un article consacré à Étretan, qui est récemment paru
En Allemagne, Heidegger modifie en sous-main la signification des concepts traditionnels. Kraft poursuit en soulignant que cette pensée se distingue par une technique raffinée d'instiller la peur. Elle vise avant tout à provoquer un frisson métaphysique par le biais de néologismes et des substantivations qui donnent un semblant de profondeur à la trivialité du contenu. Il indique également que la métaphysique que Heidegger attribue à Kant est d'un genre dont l'arbitraire, en termes d'interprétation, cherche son égal. Mais cet arbitraire n'est que le corollaire en réalité de la violence en matière d'interprétation des textes dont Heidegger se revendique explicitement, non pas à Davos, mais dans son ouvrage sur Kant de 1929. Heidegger y prend acte du fait qu'on, je cite, ne cesse de se heurter à la violence de mes interprétations. Et il retorque, afin d'extorquer aux mots ce qu'ils veulent dire, toute interprétation doit nécessairement user de la violence. Wolfram Eilenberger écrit avec raison que chez Heidegger, concernant l'origine, ce ne sont pas les arguments qui importent, mais le courage de sauter. Rien n'est plus contre-productif que de peser des arguments. Diriger, führen est la nouvelle manière heideggerienne d'argumenter, note Eilenberger dans son livre. C'est parfaitement juste, mais ne faudrait-il pas aller au-delà de ce seul constat et poser la question, une telle vision des choses relève-t-elle seulement encore d'une pensée critique? Peut-on vraiment mettre Heidegger sur le même plan que Wittgenstein et Cassirer? Sans doute oui, du moins, si l'on conçoit les choses comme l'a fait Hans-Ulrich Gumbrecht, qui affirmait en 2010 au Collège de France, je cite Gumbrecht, « Si la pensée de Heidegger est inévitable pour nous, c'est parce qu'il serait irresponsable de se priver de son énergie inspiratrice. Mais pour profiter de cette énergie, il faut accepter de payer le prix d'une proximité qui risque de nous contaminer. » Si dans notre rapport à la tradition philosophique, nous prenons pour étalon une bien vague énergie inspiratrice, alors peu importe sans doute que la fameuse éclaircie, la Lichtung de Heidegger, est littéralement à l'opposé de la tradition des Lumières. Rappelons que dès 1916, Heidegger écrit à sa fiancée qu'il entend déclarer une guerre sans merci au rationalisme. Der Vernunft den Kampf bis aufs Messer. C'est quelque chose qu'il a écrit en 1916 et qui est trop souvent oublié. Sa pensée est très cohérente puisque dans les années 1930, il écrit « La raison glorifiée pendant des siècles est l'ennemi le plus obstiné de la pensée ». C'est dans ce contexte discursif où les idéologues de droite considèrent, à l'instar d'Ernst Jünger, que discuter avec les bourgeois n'a aucun sens, qu'il faut les combattre, qu'est à comprendre cette phrase clé qu'Emmanuel Fiafa vient de commenter. La tâche de la philosophie n'est pas de donner une vision du monde, au contraire, la vision du monde est la condition de la philosophie. À Davos, Heidegger se dit encore philosophe, ce qu'il cessera de faire quelques années plus tard, rejoignant en cela Spengler qui, en 1918, écrivait que, je cite, « La philosophie, que Spengler met entre guillemets, en tant qu'amour de la sagesse est la tenue à distance, Abwehr, de ce qui est incompréhensible. » Entendons, la philosophie qui se soumet aux critères de la rationalité convient à ceux qui cherchent le confort et la tranquillité, c'est-à-dire à ceux que Nietzsche en son temps appelait les esclaves et que les conservateurs révolutionnaires appellent plus volontiers les bourgeois, terme générique qui désigne les pacifistes, les communistes qui ont lutté pour la fin de la Première Guerre mondiale, Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht et consorts. Il faut opposer à la pensée scientifique rationnelle une pensée dionysiaque qui inspire l'effroi. Une pensée en rupture avec toute théorie, tout système, en rupture avec les règles logiques, en rupture enfin avec l'idée de causalité. Pour le dire avec Spengler, toute loi est une entrave, eine Fessel. Le graphologue Ludwig Klages, dont on a déjà entendu le mot, qui fut un temps assez proche du cercle de George et qui fut un antisémite virulent sous les nazis, et des textes terribles, formulait en 1921 les choses ainsi. La science des faits et de la causalité, c'est le viol, die Vergewaltigung, de la réalité par les concepts, violence dont a besoin notre esprit afin de dominer la réalité.
Ces auteurs opposent donc le destin, le sort, la vision du monde aux concepts, aux preuves et aux principes causals. Heidegger à Davos s'inscrit dans cette tradition des pensées nietzschéennes et spengleriennes. À l'opposé, dans la tradition de l'humanisme et de la Renaissance, Cassirer associe clarté de la pensée et clarté de l'expression. Une pensée claire doit pouvoir s'exprimer clairement. La science de la culture, telle que Cassirer la conçoit, s'inscrit dans la continuité de cette exigence a priori propre aux sciences naturelles, selon laquelle toute description doit être claire, non contradictoire et univoque. Cassirer s'efforce donc de déterminer précisément sa position et celle de son interlocuteur. On l'a déjà entendu, je le répète rapidement. Heidegger a exposé que notre pouvoir de connaissance est fini, il est relatif et il est dépendant. La question alors s'ensuit, comment un être fini accède-t-il à la connaissance, à la raison, à la vérité ? Heidegger entend-il renoncer à toute objectivité ? Heidegger, de son côté, ne cherche pas la clarté, bien au contraire. Écoutez, si tant est que la possibilité de la compréhension de l'être, et de ce fait la possibilité de la transcendance de l'homme, et de ce fait la possibilité du comportement formateur vis-à-vis de l'étant doit être possible, et si cette possibilité est fondée sur une compréhension de l'être, et si cette compréhension ontologique est orientée de quelque façon que ce soit vers le temps, alors la tâche consiste à mettre en évidence la temporalité du Dasein en vue de la possibilité de la compréhension de l'être. Autrement dit, une phrase parfaitement incompréhensible, de surcroît à l'oral. Rappelons que les rencontres de Davos avaient été conçues dans un esprit humaniste, les débats intellectuels devant permettre de contribuer au rétablissement des pensionnaires du sanatorium de Davos. En ce sens, Albert Einstein, le keynote speaker, comme on dirait aujourd'hui, de la première rencontre de Davos en 1928, avait dit « Un travail intellectuel modéré, en général, ne nuit pas au rétablissement de la santé. Au contraire, il y est indirectement propice. Et c'est dans cet esprit que ces cours universitaires ont été créés. Il n'est pas certain que la phrase de Heidegger que je viens de citer ait pu améliorer l'état de santé des pensionnaires de l'hôtel de Davos. » Le but de la pensée de Heidegger n'est pas une progressive émancipation des mythes et des préjugés afin de comprendre les lois qui régissent la nature et les normes qui régissent notre esprit. Pour lui, il faut revenir en deçà de l'idéalisme inauguré par Platon afin de restaurer un langage originaire, une Ursprache, qui aurait été enfoui par 2 millénaires de traditions judéo-chrétiennes, recouvert par les langues romanes, bref, recouvert par l'hostilité à la vie, la Lebensfeindlichkeit. Julius Kraft note à ce propos, à juste titre, « La philosophie intuitive de l'absolu s'est transformée en une activité où l'on se consacre au contenu originaire, intuitif, réel ou supposé des signes langagiers. » En 1988, lors du débat avec Derrida et Lacoula-Barth à l'université de Heidelberg, Gadamer commenta la fameuse méthode heideggerienne de la destruction en affirmant que cette méthode n'a rien de violent et bien évidemment qu'il s'agit d'un retour au mot vivant, au lebendiges Wort, qui aurait été enfoui, recouvert par la longue histoire de la latinisation et de la conceptualité scolastique. Cette volonté de revenir à une mythique origine du langage unit Heidegger, Ludwig Klages et Oswald Spengler. Klages pense que nous devons revenir aux, je cite, intuitions d'un passé lointain, telles qu'elles vivent dans ces sons merveilleux, in diesen wunderbaren Klängen. Il faut faire sauter, il utilise ce même terme, il faut faire sauter les attaches de la conceptualité par une méditation sur le contenu des noms. Spengler, pour sa part, formule les choses ainsi. Tout langage supérieur possède un certain nombre de mots qui sont baignés dans un profond mystère. Destin, sort, hasard, fatalité. Aucune hypothèse, aucune science n'accédera jamais à ce que l'on ressent lorsqu'on se plonge dans la signification et les sonorités de ces mots. Ce sont des symboles, non des concepts. Entendons, à chaque langage correspond une autre vérité. Spengler le formule ainsi. Une autre culture parle un autre langage, à d'autres hommes, d'autres vérités. Spengler dit ainsi vouloir s'adresser uniquement à des lecteurs qui savent revivre les sons et les images et qui ne prennent pas les désarticulations, Zergliederungen, par le biais des concepts pour des visions profondes. Chaque grande culture a conçu un langage secret que ne peut entendre celui dont l'âme appartient à cette culture.
Donc pour Klages, pour Spengler, il faut toujours tenir compte de la constitution particulière de l'âme de celui auquel on s'adresse. Et c'est pour cela qu'il est absolument indispensable de distinguer entre un savoir exotérique que tout un chacun peut s'approprier et un savoir ésotérique auquel on ne peut avoir accès que grâce à un état d'âme particulier, impossible à transmettre. Il est clair que la philosophie de la culture se situe véritablement à l'opposé de ces conceptions néognostiques pour lesquelles l'esprit, la conscience de soi, la critique, la réflexivité sont autant d'ennemis de l'âme, Klages ou du Dasein, Heidegger. Pour Cassirer, le principe fondamental de la pensée critique est celui de la primauté de la fonction par rapport à l'objet. Sa philosophie de la culture s'inscrit dans la continuité, bien évidemment, de Kant, mais aussi dans la tradition, on l'a vu, de la Renaissance, mais particulièrement en ce qui concerne le langage de Wilhelm von Humboldt. Cassirer cherche à déterminer les règles qui président aux avancées du processus culturel, un processus qu'il qualifie vers la fin de sa vie de grand processus d'objectivation. Pour Cassirer, la nature de l'esprit humain ne peut être saisie autrement qu'au travers des formations culturelles, donc de ce qu'il appelle les formes symboliques. Ces formes symboliques, ce sont les significations telles que l'esprit humain les fait émerger dans et par un support sensible. L'esprit humain ordonne, structure la réalité par des formes sensibles porteuses de signification, des formes sensibles de divers genres, en particulier les figures mythiques, signes langagiers, signes mathématiques. L'esprit, c'est pour Cassirer cette énergie, cette force expressive et structurante de monde. C'est au travers de ce processus culturel jamais achevé que se constitue progressivement et concrètement l'humanité. La culture humaine est le produit d'un processus de distinction progressive entre sujet et objet, entre moi et monde. Autrement dit, le progrès scientifique et plus largement culturel s'exprime par une abstraction croissante qui n'est pas opposée à la vie, mais le mode même d'expression de l'esprit humain. C'est dans un mouvement dialectique et critique que l'esprit humain se libère de ce que Cassirer nomme la simple existence, le bloßes Dasein, et qu'il devient Kulturbewusstsein. Je touche à la fin. Ce qui intéresse donc Cassirer, ce n'est pas la question de l'origine ou de l'être, mais celle de la structure, celle des règles qui président au mouvement de l'esprit. L'esprit humain, c'est le nom englobant de toutes ces fonctions qui constituent et construisent la culture humaine. Contre les clichés de la Kulturkritik, selon lesquels le rationalisme pétrifie les objets de la connaissance, il faut mettre l'accent sur l'importance du mouvement dans la philosophie de la culture. Le structuralisme de Cassirer n'a rien d'uniforme, n'a rien de rigide, il n'est jamais achevé. C'est un rationalisme ouvert. Cassirer souligne que les catégories fondamentales de la conscience culturelle qu'il entreprend de dégager ne doivent pas être comprises comme des schèmes de l'esprit fixés une fois pour toutes, mais bien comme des directions dans la formation. Le langage est pour Cassirer une forme symbolique décisive. À la suite de Wilhelm von Humboldt, Cassirer conçoit le langage comme le milieu dans lequel se constitue la pensée, émergent sens et signification. Sa conception du langage comme symbole se situe à l'exact opposé des symboles valorisés par Spengler. Cassirer conçoit le langage non pas d'un point de vue ontologique, mais fonctionnel. Il ne conçoit pas le langage donc comme une sorte d'organisme mystérieux qui nous domine. Dans le premier stade, dans le développement du langage, est mimétique, et ce stade correspond en fait à ce que Spengler, Klages et Heidegger cherchent à rétablir. Un langage mythique où le signe et ce qui est représenté tendent à se correspondre, où le signe cherche en tant que signe mimétique à rendre directement par sa forme un contenu, donc en quelque sorte à absorber ce contenu. C'est-à-dire le langage au stade mimétique tend à être un hasatz de la chose, une sorte de sosie démoniaque de l'objet. À ce stade, on n'a pas encore quitté la sphère de la magie. Ce n'est que progressivement que la distinction entre son, signe et signification se met en place, et c'est alors que l'on peut parler de signification et de communication. Cassirer, tout au contraire de Heidegger, conçoit le langage comme une forme de vie de l'esprit, comme une énergie active. Le langage est même pour lui l'expression la plus pure du dynamisme de l'esprit, car le langage est ce qui concilie le général et le particulier. Or, l'émancipation, c'est bien le développement de la réflexivité, la prise de conscience, c'est-à-dire une relation au réel médiée par la réflexion. Eine durch Reflexion vermittelte Beziehung. Merci beaucoup.